Je m'appelle Lincoln, j'ai 34 ans, et je suis rentré d'un voyage d'affaires pour découvrir que toute ma vie avait été jetée sur la pelouse devant ma maison, comme des ordures. Avant de vous raconter comment j'ai envoyé mon propre frère en prison et révélé un secret de famille enfoui depuis des années. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. C'était un mardi soir, le genre de mardi qui pèse lourd. L'air était épais d'humidité bien que le soleil se soit couché il y a des heures. J'avais été à Chicago pendant 4 jours pour un projet d'architecture paysagère, traitant avec des clients qui voulaient un jardin zen, mais ne voulaient pas payer pour la pièce qui va avec. J'étais épuisé. Mes os me semblaient faits de plomb. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude, une bière froide et mon propre lit. J'ai tourné dans ma rue. Le bourdonnement familier du quartier me calmait habituellement. Mais alors que j'approchais de mon allée, mes phares ont balayé la pelouse avant et mon estomac s'est noué. J'avais l'impression d'être tombé d'une falaise. Là, éparpillé sur l'herbe comme après un ouragan, se trouvait ma vie, mes vêtements, mes livres, mes photos encadrées, le fauteuil en cuir pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois. Tout était là, mouillé de rosée du soir, l'air pathétique et violet sous l'éclat cru de mes feux de route. J'ai claqué les freins. La voiture a légèrement dérapé sur l'allée en gravier. Je n'ai même pas coupé le moteur. Je suis resté assis là une seconde, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon cerveau ne pouvait pas le traiter. Était-ce une farce? Une erreur? Je suis sorti de la voiture, mes jambes tremblantes. Le silence du quartier était assourdissant. Pas de chien qui aboie, pas de voiture qui passe, juste moi et l'épave de mon existence. Je me suis dirigé vers le tas le plus proche du porche. C'était ma valise, celle vintage que grand-père Arthur m'avait donnée avant de mourir. Elle était ouverte, mes chemises se déversant sur la terre. À côté se trouvait une boîte de mes vieux disques vinyles, renversés, les pochettes humides. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré, ma voix paraissant petite dans l'air libre. J'ai regardé la porte d'entrée. Elle était fermée. La lumière du porche était éteinte. La maison paraissait sombre, menaçante. Elle ne ressemblait plus à ma maison. Elle ressemblait à une scène de crime. Je me suis approché de la porte lentement. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai tendu la main vers mes clés, mais j'ai alors vu la serrure. Le métal autour du trou de serrure était rayé, profondément entaillé, exposant le laiton brut en dessous. Quelqu'un avait essayé de la forcer. Mais en regardant de plus près, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. La porte n'avait pas seulement été forcée. Elle était déverrouillée. Je n'avais pas besoin de ma clé. J'ai tourné la poignée et elle a cédé avec un léger clic. J'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappé en premier. Ce n'était pas l'odeur de la maison. C'était l'odeur d'air vicié et d'autre chose. Du parfum. Cher. Un parfum puissant. Une odeur que je connaissais. J'ai actionné l'interrupteur. Rien ne s'est passé. Ils avaient coupé le courant. Non. J'ai essayé la lampe près de la porte. Elle s'est allumée, projetant de longues ombres étranges dans le couloir. L'intérieur était pire que l'extérieur. Ce n'était pas seulement en désordre. C'était une destruction calculée. Les tiroirs de la console étaient tirés et vidés sur le sol. Des papiers étaient partout. Factures, reçus, courriers indésirables. Mais ce n'était pas aléatoire. Il cherchait quelque chose. Je suis entré dans le salon, enjambant un vase brisé qui appartenait à la famille depuis 3 générations. Je ne me souciais même pas du vase. Mes yeux ont balayé la pièce. Ma télévision était toujours là. Mon ordinateur portable, que j'avais bêtement laissé sur la table basse, avait disparu. Mais le coûteux système audio était toujours là. Les chandeliers en argent sur la cheminée étaient toujours là. Ce n'était pas un vol. Les voleurs prennent des choses qu'ils peuvent vendre. Ils prennent de l'argent, des bijoux, des appareils électroniques. Ils ne prennent pas vos albums photos pour les jeter dans le jardin. Ils n'arrachent pas les coussins de votre canapé pour les trancher. C'était personnel. C'était de la haine. J'ai ressenti une vague de nausée. Qui me haïssait à ce point? Je vivais discrètement. Je travaillais dur.
Je payais mes impôts. Je n'avais pas d'ennemis. Puis je l'ai vu. Dans le coin du salon se tenait le vieux cabinet en chêne de grand-père Arthur. C'est là qu'il gardait ses outils, sa précieuse collection d'outils de menuiserie anciens. Il m'avait tout appris sur la construction, la création, la patience. Quand il est décédé il y a 2 ans et m'a légué la maison, ce cabinet était la seule chose que j'avais spécifiquement demandé par écrit. Les portes du cabinet étaient grandes ouvertes. Les tiroirs étaient tirés, suspendus précairement à leur rail. Vide. Chaque ciseau, chaque rabot, chaque scie avait disparu. C'est à ce moment-là que la peur s'est transformée en autre chose. En une rage froide et dure. Elle a commencé dans mes entrailles et s'est répandue dans ma poitrine, me serrant la gorge. Je savais qui avait fait ça. Je ne voulais pas le croire, mais au fond de moi, je savais. Je suis allé à la cuisine. La porte du réfrigérateur était ouverte. La lumière à l'intérieur clignotait. De la nourriture avait été sortie et laissée sur le comptoir à se gâter. Du lait goûtait sur le sol. C'était mesquin. C'était puéril. Et puis j'ai vu la note. Collée à la porte du réfrigérateur avec un aimant, il y avait un morceau de papier jaune de bloc-notes. Une écriture que j'ai reconnue instantanément. Tu n'as pas ta place ici, Link. Retourne à tes appartements. Cette maison est pour la famille. Il n'y avait pas de signature. Il n'y en avait pas besoin. Famille. Ce mot avait un goût de bile dans ma bouche. Je me suis appuyé contre le comptoir, essayant de respirer. Mon esprit a flashé vers mon frère Julien, l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Celui qui a détruit 3 voitures avant ses 21 ans. Et à chaque fois, mes parents lui en ont acheté une nouvelle. Celui qui empruntait de l'argent qu'il ne remboursait jamais. Celui qui voyait cette maison non pas comme un foyer mais comme un tas d'argent attendant d'être liquidé. Et mes parents, Sylvia et Robert, les facilitateurs, les architectes de mon complexe d'infériorité. Ils avaient toujours clairement indiqué ma place dans la hiérarchie. Julien était le soleil et je n'étais qu'une planète orbitant dans l'obscurité froide, chanceux d'attraper quelques rayons de lumière réfléchis. Pourquoi maintenant, ai-je demandé à la pièce vide. Grand-père Arthur m'avait légué la maison. C'était légal. C'était fait. L'homologation était close depuis 18 mois. Il s'y était opposé, bien sûr. Ma mère avait pleuré au bureau de l'avocat, disant que grand-père n'avait pas toute sa tête. Mon père avait menacé de poursuivre en justice, mais le testament était inébranlable. Grand-père s'en était assuré. Alors pourquoi s'introduire par effraction maintenant? Pourquoi tout détruire? Je suis retourné dans le couloir, marchant sur un cadre photo, le verre craquant sous ma botte. J'ai baissé les yeux. C'était une photo de grand-père et moi pêchant au lac. Mon visage était rayé avec un marqueur. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas pour eux. Jamais pour eux. Je devais appeler la police. C'était l'étape logique suivante. J'ai cherché mon téléphone dans ma poche, mais je me suis arrêté. Si j'appelais la police maintenant, que se passerait-il? Ils viendraient, feraient un rapport, peut-être prendraient-ils des empreintes, mais si ma famille avait des clés, et compte tenu de l'absence d'effraction, ce qui était possible, ce serait une affaire civile. Il a dit, elle a dit, j'avais besoin de preuves. Des preuves solides, indéniables. Et puis je me suis souvenu de grand-père Arthur. C'était un homme paranoïaque dans ces dernières années. Pas fou, juste prudent. Il ne faisait pas confiance aux banques et il ne faisait pas confiance aux voisins. Il ne faisait certainement pas confiance à mon père. Lincoln, m'avait-il dit un jour, assis sur le porche arrière, un verre de thé glacé dans sa main tremblante. Ce monde est rempli de gens qui veulent ce qui ne leur appartient pas. Il faut être vigilant même quand tu dors. Je pensais qu'il était juste vieux et grincheux. Et, souviens-toi, avait-il dit, en se penchant près, ses yeux vifs et clairs. Ne touche pas au placard de service. Le panneau derrière le chauffe-eau. Il est lâche pour une raison. Je n'avais jamais regardé. J'avais respecté son intimité même après sa mort. J'avais simplement laissé le placard de service tranquille, empilant des boîtes de décoration de Noël devant. Mon cœur s'est de nouveau emballé. J'ai couru dans le couloir vers le débarras.
J'ai poussé les boîtes de décoration de Noël de côté, sans me soucier si les boules de verre se brisaient. Je devais atteindre ce panneau. Le chauffe-eau bourdonnait, un son bas et régulier dans la maison silencieuse. Je me suis glissé derrière, la poussière recouvrant ma veste. J'ai trouvé le panneau lâche dont grand-père avait parlé. C'était juste un morceau de contreplaqué peint pour correspondre au mur, mais légèrement désaligné. J'ai enfoncé mes ongles dans le bord et j'ai tiré. Il s'est détaché avec un gémissement de bois sec. Derrière, niché dans l'isolation, se trouvait une boîte métallique noire. Un DVR. Des fils en sortaient, disparaissant dans les montants du mur. Une petite lumière rouge clignotait à l'avant. Clignotement. 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 Ça enregistrait. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Grand-père, vieil homme magnifique et paranoïaque. J'ai retiré le DVR avec précaution, terrifié de déconnecter quelque chose. Il y avait un petit moniteur attaché sur le côté, plié à plat. Je l'ai relevé. L'écran s'est allumé. C'était une grille de 4 flux de caméras. Le porche avant, le salon, le couloir, la cuisine. Les angles étaient discrets, cachés, en hauteur dans les coins, probablement derrière des bouches d'aération ou des détecteurs de fumée. J'avais vécu ici pendant 2 ans sans jamais les remarquer. J'ai vu le flux en direct de moi-même agenouillé dans la buanderie, l'air échevelé et frénétique. J'ai trouvé les commandes de lecture. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai appuyé 2 fois sur le mauvais bouton. Finalement, j'ai réussi à faire apparaître la chronologie. J'ai fait défiler en arrière. Hier, lundi, la maison était vide, silencieuse. J'ai fait défiler plus loin. Dimanche soir, rien. Je suis remonté à mardi matin, aujourd'hui, ou plutôt hier matin puisqu'il était maintenant minuit passé. 10h14. Mouvement sur la caméra du porche avant. J'ai appuyé sur lecture. Une silhouette a monté les marches. Elle portait un sweat à capuche sombre, la capuche bien serrée, des lunettes de soleil. Elle avait l'air ridicule, comme un cambrioleur de dessin animé. Elle est restée un instant devant la porte, regardant autour d'elle. Puis elle s'est penchée et a commencé à tripoter la serrure. J'ai vu le reflet du métal, un tournevis. Peut-être essayait-elle de la forcer. Cela expliquait les rayures, mais elle peinait. Le verrou de sécurité tenait bon. La silhouette a reculé. Frustrée. Elle a donné un coup de pied dans la porte. J'ai tressailli même si je regardais un enregistrement. Puis la silhouette a plongé la main dans sa poche. Elle a sorti un téléphone. Elle a passé un appel. J'ai monté le volume sur le petit moniteur. L'audio était faible, mais suffisamment clair. Ça ne s'ouvre pas, dit la voix. Le vieil homme a dû changer les serrures avant de claquer. C'était une voix que je connaissais mieux que la mienne. Une voix qui m'avait tourmenté depuis la maternelle. Julien. Il a fait une pause, écoutant quelqu'un à l'autre bout. Ouais, j'ai essayé de forcer. Le bois massif. Maman, je ne vais pas me casser l'épaule. Maman. Mon estomac s'est tordu. Elle était impliquée. Bien sûr qu'elle l'était. Julien a écouté de nouveau. Puis il a soupiré, un son exagéré et capricieux. D'accord, je vais essayer la clé que tu m'as donnée, mais tu as dit qu'elle était pour la porte arrière. Il a raccroché. Il a rangé le téléphone et a fouillé dans son autre poche. Il a sorti une clé en laiton brillante. Il l'a insérée dans la serrure. Il l'a agitée. Clic. La porte s'est ouverte. Julien a poussé ses lunettes de soleil sur son front. Il a baissé la capuche. Il y avait son visage. Mon frère, ma chair et mon sang. Il souriait. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un rictus. Le rictus de quelqu'un qui vient de s'en tirer avec un meurtre. Il est entré, directement dans le champ de vision de la caméra du couloir. « Bonjour, la maison », a-t-il annoncé à l'air vide. Papa est rentré. J'ai mis en pause. L'image s'est figée. Le visage de Julien, déformé par l'objectif grand angle, semblait monstrueux. J'ai fixé l'écran. Le silence de la buanderie m'écrasait. Il n'avait pas seulement cambriolé.
Il n'avait pas seulement vandalisé. C'était une invasion. Et ma mère, ma propre mère, lui avait donné la clé. Mais pourquoi? Que cherchait-il? J'ai appuyé à nouveau sur lecture. Je devais voir le reste. Je devais voir ce qu'ils avaient fait à ma maison. Et plus important encore, je devais découvrir ce qu'ils prévoyaient. Parce que les gens ne s'introduisent pas dans une maison juste pour jeter des vêtements sur la pelouse. Ils le font pour une raison. Et j'étais sur le point de découvrir exactement quelle était cette raison. Je suis resté assis sur le sol poussiéreux, mes yeux rivés sur le minuscule écran. Ignorant que ce que j'étais sur le point de voir allait changer ma vie pour toujours. Si l'histoire vous plaît jusqu'à présent et que vous voulez voir comment je les ai fait tomber, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à voir la vérité. J'étais assis là dans le placard de service sombre. La lumière bleue du moniteur éclairait les poussières dansant dans l'air sur l'écran. Mon frère Julien marchait dans mon couloir comme s'il était chez lui. Il a repoussé mes chaussures d'un coup de pied, en envoyant une volée contre le mur. En le regardant, un souvenir a surgi du fond de mon esprit. J'avais 16 ans. Julien en avait 11. C'était le matin de Noël. Sous le sapin, il y avait une montagne de cadeaux. La plupart portaient le nom de Julien. La dernière console de jeux vidéo, un nouveau vélo, des baskets de marque. Pour moi, un ensemble de crayons de dessin et un pull. C'est pratique, Lincoln, avait dit mon père, en sirotant son café, sans même me regarder. Tu aimes dessiner. Utilise-le pour faire quelque chose de toi-même. Je ne détestais pas les crayons. En fait, je les aimais. Ils étaient de haute qualité, mais c'était le message. Julien reçoit des jouets. Lincoln reçoit des outils. Julien joue. Lincoln doit travailler. Cette dynamique n'a jamais changé. Quand Julien a accidenté sa première voiture, papa lui en a acheté une autre la semaine suivante. Ce sont des garçons, a dit maman, caressant les cheveux de Julien pendant qu'il feignait un mal de tête. Quand j'ai eu une crevaison sur ma Honda Civic d'occasion que j'avais achetée avec mon propre argent en tondant des pelouses. Papa m'a dit, mieux vaut apprendre à la changer. La vie ne va pas t'attendre. Il avait raison, bien sûr. La vie n'attendait pas, mais elle semblait attendre Julien. Elle semblait lui dérouler un tapis rouge. Et maintenant, il marchait sur mon tapis dans ma maison, détruisant la seule chose qui était vraiment à moi. Je me suis forcé à me concentrer sur l'écran. Julien était maintenant dans le salon. Il n'était plus seul. Environ 5 minutes après l'entrée de Julien, la porte d'entrée s'est rouverte. Ma respiration s'est bloquée. Mes parents sont entrés. Robert et Sylvia Mercé. Mon père portait sa tenue de golf, un polo pastel rentré dans un short kaki. Ma mère portait une robe d'été fleurie, tenant un sac à main surdimensionné. On aurait dit qu'ils passaient pour un brunch décontracté le dimanche. Sauf qu'ils entraient sur une scène de crime à laquelle ils participaient activement. Mon Dieu, ça sent la sueur ici, a dit ma mère, en plissant le nez. Je l'entendais clairement sur le flux audio. Arthur avait toujours cette odeur de vieil homme. Concentre-toi, Sylvia, a claqué mon père. Il avait l'air agité. Il a regardé sa montre. Nous n'avons pas toute la journée. L'agent a dit que nous avions besoin de ces documents avant l'ouverture du bureau demain. Des documents. Mes oreilles se sont dressées. Quels documents? Julien. Vérifie la chambre, a aboyé papa. Cherche un coffre-fort ou une boîte métallique. Tout ce qui a l'air officiel. Entendu, a dit Julien, saluant d'un air moqueur. Il s'est dirigé vers ma chambre. Je vais vérifier le bureau, a dit papa, marchant vers la pièce où je gardais ma table à dessin. Maman est restée dans le salon. Elle s'est dirigée vers la cheminée et a pris une photo encadrée de moi recevant mon diplôme d'architecture. Elle l'a regardé une seconde, son expression illisible. Puis elle l'a simplement laissé tomber. Elle ne l'a pas jeté. Elle a juste ouvert les doigts et laissé la gravité faire son travail. Le verre s'est brisé sur l'âtre. Elle n'a même pas scié. Elle a juste enjambé les éclats et a commencé à retirer les livres des étagères, les secouant un par un. J'ai senti un engourdissement froid se répandre dans mes membres. Il ne s'agissait pas seulement de trouver quelque chose.
Il s'agissait de m'effacer. Il démantelait ma vie pièce par pièce avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui chasse une mouche. J'ai avancé rapidement les images. J'ai vu Julien dans ma chambre, renversant mon matelas. J'ai vu me vider mes tiroirs. Je l'ai vu trouver ma cachette d'argent d'urgence, environ 500 $ que je gardais dans une chaussette, et les empocher en riant. J'ai trouvé l'argent du déjeuner, a-t-il crié dans le couloir. Continue de chercher l'acte, idiot, a crié papa depuis le bureau. Et le testament original si Arthur en avait une deuxième copie. C'est ici. Le testament. Il cherchait le testament. Mais pourquoi? L'homologation était close. La maison était à moi. Une copie du testament ne changerait rien maintenant, à moins qu'il ne prévoie de forger quelque chose. À moins qu'il n'ait besoin de la signature de grand-père pour la copier. J'ai regardé pendant qu'ils passaient l'heure suivante à saccager ma maison. Ils étaient minutieux, brutaux. Puis, vers 11h30, papa est sorti du bureau, tenant une chemise. Il avait l'air triomphant. Je l'ai, dit-il. Maman s'est précipitée. C'est l'acte de propriété? Mieux, dit papa. C'est le résumé de titre et ses anciens papiers d'assurance. Plein de signatures. Et j'ai trouvé la carte de sécurité sociale de Lincoln dans son bureau. Mon sang s'est glacé. Ma carte de sécurité sociale. Parfait, dit maman. Donne-moi ça. Je vais le mettre dans le sac. Julien est sorti de la chambre, tenant mon ordinateur portable. Je peux le garder? Il est plus récent que le mien. Prends-le, dit papa. Nous ne laissons rien de précieux. Fais en sorte que ça ressemble à un vol si quelqu'un demande, mais jette les trucs bon marché dehors. Fais en sorte que des enfants l'aient fait. Compris, dit Julien. Cela expliquait la pelouse. Cela expliquait le vandalisme. C'était du camouflage. Je les ai regardés partir. Ils sont sortis par la porte d'entrée, chargés de mes informations personnelles et de mes biens. Julien a fait une pause pour donner un dernier coup de pied au chambranle de la porte, laissant l'entaille que j'avais vue plus tôt. À plus, Link, a-t-il marmonné à la maison vide. L'écran est devenu noir alors qu'il fermait la porte. Je me suis calé contre le chauffe-eau, la tête qui tournait. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale. Ils avaient les signatures de grand-père. Ils avaient les documents de propriété. Ils n'essayaient pas seulement de voler la maison. Ils essayaient de voler mon identité. Ils essayaient de devenir moi, ou du moins quelqu'un ayant le pouvoir de signer en mon nom. J'ai regardé l'horodatage de l'enregistrement. Cela s'était passé hier matin. Cela signifiait qu'ils avaient 24 heures d'avance. L'agent avait dit, nous avons besoin de ces documents avant l'ouverture du bureau demain. Demain. C'était aujourd'hui. C'était. J'ai regardé ma montre. 2 heures du matin. Dans 6 heures, les bureaux ouvriraient. Je me suis levé précipitamment. Je devais agir. Je ne pouvais pas simplement rester assis là à m'apitoyer sur mon sort. Grand-père m'avait laissé ce système pour une raison. Il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il viendrait me chercher. J'ai pensé à grand-père Arthur. Les derniers mois de sa vie, il avait été secret. Il passait des heures dans son bureau, la porte verrouillée. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il souriait et disait « Organiser l'avenir, Lincoln. Organiser l'avenir. » J'ai regardé à nouveau le boîtier DVR. C'était une vieille technologie, encombrante. Il y avait un port USB à l'arrière. Je n'avais pas mon ordinateur portable. Julien l'avait, mais j'avais ma tablette de travail dans mon sac dans la voiture. J'ai couru jusqu'à la voiture, attrapé mon sac et suis rentré à l'intérieur. J'ai trouvé un câble USB dans mon tiroir fourre-tout, Dieu merci, il ne l'avait pas jeté, et j'ai connecté le DVR à ma tablette. Il a fallu quelques minutes angoissantes pour que les pilotes s'installent. Je transpirais, mes mains glissaient sur l'écran. Finalement, le répertoire des fichiers est apparu. Il y avait des dossiers pour chaque mois des 5 dernières années. Il enregistrait depuis longtemps, mais il y avait un autre dossier, une partition séparée sur le lecteur. Il n'était pas étiqueté avec une date. Il était étiqueté « Projet sauvegarde ». Mon cœur battait la chamade. Projet sauvegarde.
J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas de fichier vidéo. Il y avait des documents PDF et un fichier audio. J'ai cliqué d'abord sur le fichier audio. La voix de grand-père a rempli le placard de service. Rock Mayfort. Lincoln, si tu écoutes ceci, cela signifie qu'ils l'ont finalement fait. Ils ont finalement franchi la ligne que j'ai toujours su qu'ils franchiraient. J'ai fermé les yeux, laissant sa voix m'envahir. J'avais l'impression qu'il était dans la pièce. Ton père, Robert, est un homme désespéré. Il est endetté jusqu'au cou depuis des années, mauvais investissement, essayant de maintenir les apparences. Et ta mère, elle aime le style de vie plus qu'elle n'aime la vérité. J'ai écouté, stupéfait. Je savais qu'ils étaient mauvais en argent, mais le jeu, les dettes, ils ont essayé de me faire céder la maison à Julien 3 fois l'année dernière, a poursuivi grand-père. Ils ont dit que tu n'étais pas équipé pour gérer un tel bien. Ils ont dit que Julien avait besoin d'un début dans la vie. Je leur ai dit d'aller au diable. J'ai souri à travers mes larmes. Classique grand-père. Mais je les connais. Ils n'acceptent pas un non. Ils attendent. Ils complotent. Alors, j'ai préparé ceci. Dans ce dossier, tu trouveras des copies scannées de tous les chèques que Robert a volés sur mes comptes pendant que j'étais à l'hôpital. Tu trouveras l'acte original notarié et scellé. Et tu trouveras une confession. Une confession. J'ai enregistré une conversation que nous avons eue il y a 2 semaines. Ils ne savaient pas que les caméras captaient le son dans le solarium. Tout est là, Lincoln. Leur plan pour contester le testament. Leur plan pour liquider la propriété. Au moment où je serai froid sous terre, le fichier audio s'est terminé. J'ai regardé la liste des fichiers. Il y avait un PDF nommé épreuve PDF. Il y en avait un autre nommé original PDF. Et il y avait un fichier vidéo intitulé Confession AM3.mpp4. Je ne l'ai pas encore regardé. Je n'en avais pas besoin. Je le croyais. J'avais les munitions. J'avais l'arme que grand-père avait forgée pour moi d'outre-tombe. Mais j'avais toujours un problème. Ils avaient mes documents physiques. Ils avaient mes informations d'identité et ils avaient une date limite. Avant l'ouverture du bureau demain, j'ai déconnecté la tablette. J'ai copié tout le contenu du dossier projet sauvegarde sur le lecteur local de ma tablette, puis je l'ai téléchargé 2 fois sur mon stockage cloud. Je n'allais pas perdre ça. Je suis sorti du placard de service. La maison était toujours un désastre, mais elle semblait différente maintenant. Elle ne ressemblait plus à une scène de crime. Elle ressemblait à un champ de bataille. Et je venais de trouver l'artillerie lourde. J'ai regardé l'horloge. 3h15 du matin. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas nettoyer. Je suis allé à la cuisine, enjambant le lait renversé, et j'ai fait une cafetière. Fort et noir. Je me suis assis à l'îlot de la cuisine, fixant l'endroit vide où se trouvait le micro-ondes. J'ai sorti ma tablette et j'ai commencé à faire des recherches sur les dépôts fiduciaires, les transferts de titres, les actes frauduleux. Je devais savoir exactement ce qu'ils essayaient de faire pour pouvoir l'arrêter. S'ils essayaient de vendre la maison, ils avaient besoin d'un acheteur. Ou ils essayaient d'obtenir un prêt dessus, un prêt sur gage, de l'argent rapide qui correspondait au profil de papa. Dette de jeu désespérée. Ils ne voulaient pas la maison. Ils voulaient les capitaux propres. Ils voulaient vider le sang de cet endroit et le laisser comme une coquille sèche et il utilisait Julien pour le faire. J'ai bu mon café, sentant la caféine atteindre ma circulation sanguine. Ma fatigue avait disparu, remplacée par une intensité vibrante. Je n'allais pas seulement les arrêter. J'allais les détruire. Pas physiquement. Je n'étais pas violent, mais j'allais détruire leurs mensonges. J'allais détruire leur fausse image. J'allais faire exactement ce que grand-père Arthur voulait. J'allais protéger ce qui était à nous. Le soleil a commencé à se lever, projetant une lumière grise sur le désordre du salon. C'était le matin, le jour où ils avaient prévu de gagner. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et ma tablette. Que le jeu commence, ai-je murmuré. Le soleil était à peine levé, peignant le ciel de nuances de violet et d'orange. Quand je suis sorti vers ma voiture, la vue de mes affaires sur la pelouse en plein jour était encore plus déprimante que la nuit. Mes voisins commençaient à se réveiller. Madame Gable,
d'en face, ramassait son journal. Elle s'est arrêtée, fixant ma cour, la bouche ouverte. J'ai fait un signe de la main raide et maladroit. Grand nettoyage de printemps, ai-je lancé. C'était un mensonge et un mauvais, mais je n'avais pas le temps d'expliquer que ma famille était une meute de loups. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Pas au poste de police. Pas encore. Je devais d'abord sécuriser la maison. J'ai appelé un serrurier 24H24 que j'avais trouvé sur Google. J'ai besoin de faire changer mes serrures. Toutes. Maintenant, tarif d'urgence, je m'en fiche. Puis je me suis rendu au café le plus proche qui avait une bonne connexion Wi-Fi. Je devais analyser à nouveau cette vidéo. Je me suis assis dans le coin arrière, capuche relevée, ressemblant à un hacker dans un mauvais film. J'ai affiché les images de Julien sur son téléphone. Demain à 10h, apportez les formulaires. Puis le plan de l'écran de son téléphone. J'ai zoomé. C'était pixelisé, flou. J'ai utilisé un outil d'accentuation sur mon application d'édition de photos. Ce n'était pas de la qualité CSI, mais c'était suffisant. J'ai vu le mot « escroc » et en dessous un nom ou une partie de nom. Dessin best beist. J'ai cherché des sociétés fiduciaires dans la ville commençant par « Bearea Escroc ». Basic Title Biest Escroc Service. Biest Escroc Service. Cela semblait correct. J'ai vérifié leur adresse. Centre-ville, à 40 minutes. Heure d'ouverture, 9h. Mais Julien avait dit 10h. Cela me laissait une fenêtre. J'ai ouvert le site web du registre foncier du comté. J'ai cherché l'adresse de ma propriété. Mon cœur s'est arrêté. Il y avait un document en attente. Type d'instrument, procuration. Concédant, Lincoln Mercé. Bénéficiaire, Julien Mercé. Statut, enregistré. Date, hier. Ils avaient déjà enregistré une procuration. Ils avaient forgé ma signature, l'avaient fait noter, probablement par un notaire véreux que papa connaissait, et l'avaient déposé électroniquement. Avec une procuration, Julien pouvait signer pour moi. Il pouvait vendre la maison. Il pouvait contracter un prêt. Il pouvait tout faire. Et le rendez-vous de 10h, c'était pour signer les documents finaux, le transfert de titre ou les documents de prêt. J'ai ressenti une vague de panique. Une fois l'acte enregistré, l'annuler serait un cauchemar juridique. Cela pourrait prendre des années. Je pourrais perdre la maison pendant que les tribunaux traînaient les pieds. Je devais l'arrêter avant que cela n'arrive. J'ai appelé la ligne non urgente de la police. Ma voix était calme, plus froide que je ne me sentais. Je dois signaler un cambriolage et une fraude immobilière en cours. Ma maison a été cambriolée et les auteurs tentent actuellement de transférer le titre de propriété à l'aide de faux documents. La répartitrice semblait s'ennuyer jusqu'à ce que je dise « fraude en cours » et mentionne la valeur de la propriété. J'enverrai un agent à votre résidence. Je ne suis pas à ma résidence, ai-je dit. Je me dirige chez le serrurier, puis au bureau du registre. Puis-je y rencontrer un agent? Nous pouvons envoyer une unité à la maison pour vérifier les fractions d'abord, a-t-elle dit. Si vous avez des preuves vidéo, ça change les choses. J'ai de la vidéo, ai-je dit. Visage identifiable, audio, confession. D'accord, a-t-elle dit, son ton changeant. L'agent Gentry est dans votre secteur. Rencontrez-le à votre propriété dans 20 minutes. J'ai filé chez moi. Le serrurier, un homme costaud du nom de Monsieur Miller, était déjà là, secouant la tête devant ma porte d'entrée. Vous êtes Lincoln, demanda-t-il, examinant les dégâts. Oui, quelqu'un voulait vraiment entrer, dit-il, tapotant les entailles. Mais ils ont fini par utiliser une clé. Les goupilles sont alignées. Changez tout, dis-je. Serrure à peine dormant haute sécurité à l'avant et à l'arrière, et serrure de fenêtre. C'est compris. L'agent Gentry est arrivé 1 minute plus tard. Il était jeune, les yeux vifs. Il semblait prendre son travail au sérieux. Il est sorti, ajustant sa ceinture. Monsieur Mercé, agent. J'ai serré sa main. Merci d'être venu. Je l'ai fait visiter la maison. Je lui ai montré le désordre. Je lui ai montré le meuble à outils vide.
On dirait une dispute familiale, a dit Gentry, prenant des notes. Généralement, on ne peut pas faire grand-chose si la famille a une clé. Ils n'avaient pas de clé, ai-je dit. Ils en ont volé une. Et regardez ça. J'ai sorti ma tablette et j'ai joué le clip. Julian forçant la serrure. Le sourire narquois de Julian. Mes parents entrant et discutant du vol de documents. Gentry a regardé, ses sourcils se levant. C'est assez clair, a-t-il admis. Et vous dites qu'ils essaient de vendre l'endroit en ce moment même? J'ai dit qu'ils avaient enregistré une fausse procuration hier. Ils ont une clôture à 10 heures chez Ballest Escroc. Gentry m'a regardé. S'ils ont forgé une procuration, c'est un faux. Déposer de faux documents. C'est un crime de niveau criminel. Je sais, ai-je dit. Je dois les arrêter. Gentry a hoché la tête. Je peux prendre le rapport pour l'effraction, mais pour la fraude, il vous faut des détectives. Crime financier. Il a sorti sa radio. Répartition, ici Gentry. J'ai besoin d'un contact pour les crimes contre la propriété. Le détective Landon s'il est de service. Oui, c'est urgent. Il m'a regardé. Landon est le meilleur. Il déteste les escrocs. Si quelqu'un peut arrêter une clôture en 1 heure. C'est lui. Pendant que nous attendions qu'on nous rappelle, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. L'écran a clignoté. Maman avec une photo d'elle souriant à une garden party. Ça ressemblait à une mauvaise blague. Répondez, a murmuré Gentry. Mettez sur haut-parleur. Ne leur dites pas que vous savez. J'ai glissé pour répondre. Mes mains tremblaient. Mais ma voix, je l'ai forcée à être fatiguée, ensommeillée. Allô, Lincoln, chérie. Sa voix était vive, enjouée. Je t'ai réveillé? Oui, maman. Je suis toujours à Chicago. Le vol a été retardé. Qu'est-ce qui se passe? Le mensonge avait un goût de cendre. Oh, mon pauvre chou, a-t-elle roucoulé? Pas grand-chose. Je voulais juste prendre des nouvelles. Quand penses-tu être de retour? Elle vérifiait. Elle voulait s'assurer que je n'allais pas tomber sur leur petite fête. Probablement pas avant tard ce soir, ai-je dit. Peut-être demain matin. D'accord, bien. Je veux dire, bon voyage. On devrait dîner quand tu rentreras. Ton père te manque. Mon père me manque. L'homme qui m'a traité des chèques d'investissement en face. Bien sûr, maman. Le dîner, ça a l'air super. D'accord, je t'aime. Au revoir. Clic. J'ai regardé Gentry. Il avait l'air dégoûté. C'était froid, a-t-il dit. Elle vérifie si le champ est libre. J'ai dit qu'il me croyait à des centaines de kilomètres. La radio de Gentry a grésillé. Landon est en ligne. Je le transfère sur votre portable. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. C'est Lincoln. Monsieur Mercé. C'est le détective Landon. Une voix rocailleuse a dit, pas de fioriture. Gentry dit que vous avez une fraude en direct en cours. Parlez-moi. Je lui ai donné les points essentiels. Vidéo d'effraction. Procuration forgée enregistrée. Clôture en attente chez Ballest Escroc à 10 heures. Avez-vous la preuve que la procuration est falsifiée, a demandé Landon. J'étais à Chicago hier quand elle a été signée, ai-je dit. J'ai des billets d'avion, des reçus d'hôtel et des témoins clients. Je n'aurais pas pu la signer physiquement. Bien, a dit Landon. C'est recevable. Voici ce que nous allons faire. Vous devez vous rendre au bureau du registre foncier du comté dès maintenant. Déposez une alerte à la fraude et un affidavit de faux qui met une marque sur le titre. Je suis en route, ai-je dit. Je vais me diriger vers Ballest Escroc. Landon a dit, je vais établir un périmètre, mais j'ai besoin que vous fassiez une chose pour moi. N'importe quoi. Envoyez-moi ces images vidéo. Maintenant, j'ai besoin d'une cause probable pour entrer dans ce bâtiment sans mandat si les choses tournent mal. Et j'ai besoin que vous me rencontriez là-bas après être passé au bureau du registre, mais garez-vous plus loin dans la rue. N'intervenez pas, comprenez-vous? Je comprends,
ai-je dit. Je veux les voir tomber. Nous le voulons tous, gamin, a dit Landon. Mais nous le faisons dans les règles. Envoyez les fichiers. J'ai raccroché et envoyé les clips par email à l'adresse qu'il m'avait donnée. Allez-y, a dit Gentry. Je resterai ici et sécuriserai la scène jusqu'à ce que le serrurier ait terminé. Personne n'entrera. Merci, ai-je dit. Je le pensais. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé vers le bâtiment du comté. Il était 8h15. J'avais 1h45 pour sauver ma maison. Pendant que je conduisais, mon esprit s'emballait. J'ai pensé à Julian, à la façon dont il s'habillerait en ce moment. Probablement l'un de ses costumes de pouvoir. Du polyester bon marché qui brillait sous les lumières du bureau. Il s'entraînerait à ma signature. Il rirait avec papa de la facilité de la chose. Stupide Lincoln, dirait-il, toujours à travailler, jamais à faire attention. Il pensait que j'étais le faible, le silencieux, celui qui se laisserait faire parce que la famille est la famille. Ils avaient oublié une chose. J'étais architecte paysagiste. Je savais construire des fondations. Je savais comment traiter les parasites. Et je savais que lorsqu'un arbre est pourri à la moelle, on ne taille pas les branches. On l'arrache par les racines. Je me suis garé sur le parking du registre foncier du comté. Mes pneus ont crissé. J'ai attrapé ma pochette de documents, les vrais que grand-père avait scannés pour moi, et j'ai couru vers les portes vitrées. La tempête ne venait pas. J'étais la tempête. Le bureau du registre foncier du comté sentait la cire de sol et la bureaucratie. Il était 8h40. Il y avait déjà une file d'attente. Bien sûr. Je n'avais pas le temps de faire la queue. J'ai repéré une employée à l'extrémité du comptoir. Une femme âgée avec des lunettes sur une chaîne et une plaque nominative indiquant Madame Higgins. Elle avait l'air d'avoir vu toutes les arnaques, les histoires larmoyantes et les entrepreneurs impatients de la ville. Je me suis dirigé directement vers son poste, ignorant la machine à prendre des tickets. Un homme en gilet de chantier a commencé à protester. « Eh, mon pote, c'est une urgence policière », ai-je dit, ma voix basse mais intense. J'ai montré mon téléphone, affichant le fil de discussion par email avec le détective Landon. J'ai une fraude active en cours impliquant un transfert de propriété criminelle qui se produit dans moins d'une heure. L'homme en gilet s'est tu. Madame Higgins a regardé par-dessus ses lunettes. Elle n'avait pas l'air impressionnée, mais elle écoutait. Adresse, a-t-elle demandé, ses doigts planant au-dessus de son clavier. 421 Maplewood Drive. Je m'appelle Lincoln Mercer. Je suis le propriétaire, dis-je. Elle a tapé, cliqué, froncé les sourcils. Je vois une procuration enregistrée hier, a-t-elle dit lentement, accordant l'autorité à un Julian Mercer et un acte de renonciation dans la file d'attente pour ce matin. Cette procuration est un faux, ai-je dit. J'étais à Chicago. Voici ma carte d'embarquement. Voici mon reçu de départ d'hôtel de ce matin. J'ai claqué les papiers sur le comptoir. Mon frère et mes parents se sont introduits dans ma maison, ont volé mes documents d'identité et essaient de transférer le titre de propriété à mon frère chez Ballest Escrow à 10h. Madame Higgins a cessé de taper. Elle a regardé les papiers puis moi. Ses yeux se sont adoucis d'une fraction. Ils essaient de voler votre maison, a-t-elle murmuré. Oui, et je dois empêcher l'enregistrement de cet acte. Elle a hoché la tête. Une étincelle soudaine d'efficacité a illuminé son visage. D'accord, voici ce que nous faisons. Vous remplissez cet affidavit de faux. Signez-le. Je le notarierai tout de suite. Nous le déposons immédiatement. Cela crée un nuage sur le titre. Cela arrêtera-t-il le transfert? Cela ne les empêchera pas physiquement de signer des papiers au bureau de séquestre, a-t-elle expliqué, tamponnant un formulaire, mais cela alerte le système. Si Ballest Escrow effectue une vérification finale du titre, ce qu'ils sont tenus de faire avant de débloquer des fonds ou d'enregistrer, ils verront le drapeau de litige. Cela gèle l'enregistrement. Faites-le, ai-je dit. J'ai griffonné ma signature si vite que le stylo a failli déchirer le papier. Madame Higgins l'a tamponné. Thump thump. Le son était comme un battement de cœur. Déposé, dit-elle. Maintenant, je vais appeler directement Ballest Escrow. Je connais leur responsable des titres.
Je leur dirai qu'il y a une alerte à la fraude. Non, ai-je dit, attendez. Madame Higgins s'est arrêtée, le téléphone à la main. Pourquoi? Nous devons les prévenir. Le détective Landon, ai-je dit. Il met en place un piège. Il veut les prendre en flagrant délit. Si vous les appelez maintenant, l'agent de séquestre pourrait paniquer et annuler la réunion. Mon frère prendra peur et s'enfuira. Madame Higgins m'a regardé, la compréhension apparaissant dans ses yeux. Vous voulez qu'il tombe dans le piège? Je veux qu'il signe, ai-je dit froidement. Je veux qu'il commette pleinement le crime pour qu'il ne puisse pas dire que c'était un malentendu. Madame Higgins a lentement posé le téléphone. Elle a souri, un petit sourire féroce. J'aime votre style, monsieur Mercey. D'accord, je n'appellerai pas, mais je garderai la file d'attente d'enregistrement ouverte. Si cet acte arrive électroniquement, je le rejetterai manuellement depuis mon bureau. Merci, ai-je dit. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. J'ai une sœur qui a essayé de voler les bijoux de ma mère, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Je sais exactement ce que cela signifie. Allez les avoir. J'ai couru jusqu'à ma voiture. 9h15. Ballest escroc était à 30 minutes en voiture avec la circulation. Je devais me dépêcher. J'ai conduit vite, me faufilant à travers les 9h du matin. Mon téléphone a vibré. C'était Landon. Je suis sur place, a-t-il dit. Voiture banalisée de l'autre côté de la rue. 2 unités en uniforme sont au coin de la rue en attente. Je suis en route, ai-je dit. Est à 20 minutes. J'ai mis un drapeau sur le titre au bureau du registre. Bien. Vous leur avez dit d'appeler la société de séquestre? Non. Je leur ai dit de ne pas le faire pour ne pas les effrayer. Homme intelligent, a dit Landon. J'ai examiné la vidéo que vous avez envoyée. Elle est accablante. Nous avons cambriolage de premier degré, faux, usurpation d'identité. Vos parents, ils sont mal embarqués, Lincoln. Vous êtes prêt pour ça? Je suis prêt, ai-je dit. Et je l'étais. Les parents que je pensais avoir étaient partis. Ils sont morts au moment où ils sont entrés dans ma maison et ont commencé à piller. D'accord. Garez-vous plus loin dans la rue. N'entrez pas dans le bâtiment tant que je ne vous envoie pas un SMS. Je veux qu'ils soient à l'aise. Je veux qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Compris. J'ai raccroché. Mes mains agrippaient le volant si fort qu'elles me faisaient mal. Je suis arrivé au parc de bureaux à 9h40. C'était un bâtiment générique en verre et en acier. Ballest escroc était au premier étage. J'ai garé mon SUV délabré derrière une benne à ordures sur le parking adjacent, comme Landon l'avait demandé. J'avais une vue dégagée sur l'entrée. À 9h50, une berline argentée s'est arrêtée, la voiture de mon père. Mon estomac s'est serré. Ils étaient là. Papa est sorti le premier, ajustant son blazer. Il avait l'air nerveux, vérifiant son reflet dans la vitre. Maman est sortie ensuite, portant une robe différente de celle de la vidéo, quelque chose de plus business casual. Elle souriait, bavardait, puis Julien. Il est sorti de la banquette arrière. Il portait un costume trop serré, des lunettes de soleil. Il portait mon sac d'ordinateur portable, mon sac. Ils se sont regroupés un instant près de la voiture. J'ai vu maman lisser le col de Julien. Papa lui a tendu une chemise. Il ressemblait à une famille fière en voyant leur fils à l'université, sauf qu'il l'envoyait commettre un crime. Ils sont entrés dans le bâtiment. Je suis resté dans ma voiture. La climatisation à fond. La sueur coulant dans mon dos. J'ai envoyé un SMS à Landon. Cible à l'intérieur. 3 sujets. Landon, visuel confirmé. Nous tenons position. Laissons-les s'asseoir. 5 minutes sont passées. 10. J'ai imaginé ce qui se passait à l'intérieur. Le café gratuit, la poignée de main, la pile de papier, le notaire demandant une pièce d'identité. Julien produirait sa propre pièce d'identité, mais la procuration lui donnait le droit de signer comme moi. Ou peut-être avait-il une fausse pièce d'identité à mon nom. Non, la procuration était le coup le plus intelligent. Mon frère n'a pas pu venir. Il est à Chicago.
10h10. Mon téléphone a vibré. Landon, l'officier des titres vient d'appeler le bureau du registre pour effectuer la vérification finale. Ils ont vu le drapeau. Ils temporisent. C'est l'heure. Intervenez. J'ai pris une grande inspiration. C'était ça. Je suis sorti de la voiture. La chaleur du parking m'a frappé. J'ai traversé la rue, mais pas lourd mais déterminé. J'ai vu les deux voitures de police sortir de la rue latérale. Pas de sirène, juste roulant silencieusement sur le parking, bloquant la voiture de mon père. J'ai atteint les portes vitrées du hall juste au moment où Landon et deux officiers en uniforme sortaient d'un ascenseur. Landon m'a fait un signe de tête. C'était un grand homme, chauve, portant un costume bon marché qui semblait avoir vu trop de planques. « Restez derrière moi », a-t-il dit. « Laissez-nous dégager la pièce. » Nous avons marché vers la porte vitrée étiquetée « Salle de conférence B de Ballest Escroc ». À travers le verre dépoli, je pouvais voir des silhouettes. J'ai entendu des rires, le rire de ma mère. C'était un son aigu et cristallin qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. Maintenant, cela sonnait comme du verre brisé. Landon n'a pas frappé. Il a poussé la porte et est entré. Police. Personne ne bouge. La pièce s'est figée. Je suis entré dans l'embrasure de la porte derrière l'épaule de Landon. C'était un tableau que je n'oublierai jamais. Julien était assis au bout de la table, stylo en main, penché sur un document. Maman et papa étaient de chaque côté de lui. L'agent fiduciaire, un homme insignifiant nommé Marc, se tenait près du photocopieur. Ils ont tous levé les yeux. Le stylo de Julien est tombé. Il a roulé sur la table. Clic-clac. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa s'est levé, son visage devenant rouge. Nous sommes au milieu d'une transaction privée. Asseyez-vous, Robert, a aboyé Landon. Vous êtes au milieu d'une scène de crime. C'est du harcèlement, a crié maman. Nous sommes des gens respectables. Julien, appelle l'avocat. Julien n'a pas bougé. Il regardait au-delà de Landon. Il me regardait. Son visage est devenu pâle. Le sourire narquois avait disparu. Salut, Julien, ai-je dit. Ma voix était calme. Terrifiante de calme. Link, a-t-il murmuré. Toi? Tu es à Chicago. Surprise, ai-je dit. Lincoln, a halté maman. Elle s'est levée, son visage passant instantanément de l'indignation à une inquiétude douceâtre. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Nous nous occupions de certaines affaires pour toi, tu sais, puisque tu es si occupé à gérer tes affaires. Je suis entré dans la pièce en disant, en m'introduisant dans ma maison, en volant mes outils, en forgeant ma signature. Nous n'avons rien forgé, a crié papa. Tu as signé cette procuration avant de partir. Tu as juste oublié. Tu as toujours été étourdi. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone. Parce que j'ai une vidéo de vous hier matin discutant de la façon de trouver ma carte de sécurité sociale. Un audio de toi, papa, disant à Julien de faire en sorte que ça ressemble à un vol. La couleur a quitté le visage de papa. Il a regardé les officiers puis la table. C'est de l'IA, a balbutié Julien. Il a falsifié ça. Il est bon avec les ordinateurs. Landon a ri. C'était un rire sec, sans humour. Fils, nous avons le DVR original. Nous avons les horodatage et nous avons la géolocalisation de votre téléphone qui a borné sur la tour. Marc a balbutié. Ils avaient une procuration. Nous allons prendre vos fichiers aussi, a dit Landon. Si vous saviez que c'était louche et que vous avez continué, vous êtes un complice. Marc semblait sur le point de s'évanouir. Je suis resté là, regardant ma famille être emmenée hors de la pièce menottée. Une file d'étrangers en uniforme escortant les personnes censées m'aimer. Je pensais que je me sentirais heureux. Je pensais que je me sentirais triomphant. Mais en les regardant partir, passant devant les fenêtres vitrées où les employés de bureau regardaient bouche bée, je me suis juste senti vide. Et puis je me suis souvenu du coup de grâce. J'avais préparé le dernier clou du cercueil. Attendez, ai-je dit. Landon s'est arrêté. Les officiers se sont arrêtés. Mes parents se sont retournés,
l'espoir scintillant dans leurs yeux. Pensaient-ils que j'allais abandonner les charges? Je me suis approché d'eux. J'ai sorti mon téléphone à nouveau. Il y a une autre chose, ai-je dit. Grand-père a laissé un dossier. Il l'a appelé projet sauvegarde. Les yeux de papa se sont écarquillés. Il a détruit ça. Non, ai-je dit, il l'a numérisé. J'ai les enregistrements, papa. Les chèques que tu lui as volés quand il était mourant. Les 5 ans de détournement de fonds. Les genoux de papa ont flanché. L'officier a dû le retenir. Et j'ai regardé maman. J'ai les emails que tu as envoyés au médecin pour essayer de le faire déclarer incompétent afin que tu puisses prendre le contrôle plus tôt. Maman a commencé à sangloter. Des sanglots la secouant affreusement. Tout cela va au procureur, ai-je dit. Pas seulement pour cette effraction, pour tout. Pour grand-père. Je me suis tourné vers Landon. Emmenez-les. Cette fois, ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas supplié. Ils sont sortis en silence, écrasés par le poids de leur propre avidité. Je suis resté seul dans la salle de conférence. Le silence était lourd, mais il était pur. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai réalisé que la famille n'est pas le sang, c'est le respect. Et j'avais enfin gagné le mien. Le silence dans une salle d'audience est différent du silence dans une maison vide. Dans une maison, silence peut être paisible. Dans une salle d'audience, silence est lourd. Il pèse sur les tympans. Chargé du poids du jugement et du choc imminent d'un marteau. 6 mois après la descente chez Balleste Escroc, j'étais assis au dernier rang du tribunal supérieur. La climatisation ronronnait d'un bourdonnement bas et monotone qui semblait faire vibrer les planchers. Je portais mon meilleur costume, ironiquement, un que ma mère m'avait acheté des années auparavant pour le mariage d'un cousin, en me disant d'essayer d'avoir l'air de réussir pour une fois. Maintenant, j'étais le seul de mon côté de l'allée à être libre. De l'autre côté, assis à la table de la défense, il y avait 3 personnes en combinaison orange. Mon père, Robert, semblait avoir vieilli de 20 ans en 6 mois. Ses cheveux, habituellement teints d'un riche châtain, étaient maintenant d'un blanc éclatant à la racine. Sa posture, autrefois arrogante et droite, était affaissée. Il ne me regardait pas. Ma mère, Sylvia, pleurait. Elle pleurait depuis la mise en accusation. Ce n'était pas le pleur douloureux d'une mère qui manquait son enfant. C'était le sanglot terrifié et apitoyé d'une femme qui ne pouvait pas croire que le monde avait cessé de se plier à ses caprices. Et puis il y avait Julien, mon frère, l'enfant prodige. Il avait l'air ennuyé. C'était le seul mot pour le décrire. Il tirait un fil lâche de sa manche, jetant occasionnellement un coup d'œil à l'horloge comme s'il avait un goûter à prendre. La procureure, une femme brillante nommée Madame Alvarez, avait monté un dossier accablant. Il ne s'agissait pas seulement du cambriolage chez moi. C'était la pointe de l'iceberg. Grâce au projet sauvegarde de grand-père Arthur, l'enquête avait ouvert une boîte de Pandore de crimes financiers qui s'étendait sur une décennie. Les preuves que grand-père avait numérisées, les chèques scannés, les relevés bancaires, prouvaient que mon père avait détourné de l'argent des comptes de grand-père pendant des années. Il avait falsifié des chèques pour payer des dettes de jeu. Il avait liquidé le portefeuille d'actions de grand-père pour couvrir de mauvais investissements immobiliers. Et ma mère avait été au courant à chaque étape, signant des lignes de témoins sur des documents qu'elle savait être faux. Mais le vrai spectacle, le moment qui a coupé le souffle à toute la salle d'audience, est arrivé lorsque l'avocat commis d'office de Julien s'est levé. Je m'étais attendu à ce qu'il présente un front uni. La famille contre le monde. Cela avait toujours été leur devise. J'avais tort. Votre honneur, a dit l'avocat de Julien, ajustant sa cravate. Mon client, monsieur Julien Mercé, souhaiterait déposer une déclaration au dossier. Il soutient qu'il a agi sous la contrainte et la manipulation extrême de ses parents, Robert et Sylvia Mercé. J'ai vu la tête de mon père se relever brusquement. Ma mère a cessé de pleurer instantanément, la bouche ouverte. Julien s'est levé. Il n'a pas regardé ses parents. Il a regardé directement la juge. Ils m'ont forcé, a dit Julien, sa voix douce et entraînée. Mon père doit de l'argent à des usuriers. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas à obtenir l'acte de propriété de la maison de Lincoln, il s'en prendrait à moi. J'avais peur. Je ne faisais que suivre les ordres. Menteur, a crié mon père,
se levant d'un bond. L'huissier a réagi instantanément, posant une main sur son épaule. « J'ai payé tes dettes de jeu à l'université. Je t'ai acheté ce leasing de Porsche. Tu m'as supplié pour de l'argent. Ordre !» La juge Vance a claqué son marteau. « Asseyez-vous, monsieur Mercé, ou je vous ferai expulser. » J'ai regardé de l'arrière, ressentant un étrange mélange de dégoût et de justification. Les loups se dévoraient entre eux. La loyauté qu'ils prêchaient. La rhétorique, la famille d'abord, qu'ils avaient utilisée pour me rabaisser pendant des années. Tout cela n'était qu'une mascarade. Cela s'est évaporé dès que la pression est montée. Julien était prêt à envoyer nos parents en prison pour 10 ans de plus si cela signifiait réduire sa propre peine de 6 mois. Cela n'a pas marché. La juge Vance n'y a pas cru. Elle avait vu la vidéo. Elle avait vu le sourire narquois de Julien alors qu'il forçait ma serrure. Elle l'avait entendu sur l'enregistrement audio rire de l'argent du déjeuner. « Monsieur Julien Mercé », a dit la juge, regardant par-dessus ses lunettes. « Je ne vois aucune peur dans vos actions sur cette vidéo. Je vois un sentiment de droit. Je vois de la cupidité. Et je vois un jeune homme qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui parce que ses parents lui avaient appris qu'elles ne s'appliquaient pas. » Elle s'est tournée vers mes parents. « Et vous, Robert et Sylvia Mercé, vous n'avez pas seulement volé votre père. Vous avez essayé de cannibaliser votre fils. Vous avez considéré vos enfants non pas comme des personnes, mais comme des actifs à liquider. » La sentence fut rapide et brutale. Robert Mercé, 12 ans pour abus sur personnes âgées, grand larcin et fraude. Sylvia Mercé, 8 ans pour complot et complicité. Julien Mercé, 5 ans pour cambriolage, usurpation d'identité et faux. La restitution a été ordonnée immédiatement. Leur maison, la grande coloniale sur la colline qu'ils utilisaient pour impressionner leurs amis, a été saisie par l'État pour rembourser la succession de grand-père et couvrir les dommages causés à ma maison. Leurs voitures ont été saisies. Leurs comptes bancaires ont été gelés. Ils ont quitté la salle d'audience menottés, escortés par des adjoints. Alors qu'ils passaient devant la galerie, ma mère m'a regardé une dernière fois. « Lincoln », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Appelle l'avocat. Règle ça. » Je l'ai regardé dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie d'aider. Je n'ai pas ressenti la culpabilité. Je ne peux pas, ai-je dit simplement. Je dois aller travailler. Je me suis retourné et je suis sorti du tribunal sous le soleil éclatant de l'après-midi. L'air avait un goût différent, un goût de liberté. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. J'ai pris un congé de mon cabinet pour me concentrer sur le projet le plus important, ma maison. Je n'ai pas seulement nettoyé le désordre qu'ils avaient fait. J'ai purgé la maison. J'ai donné les vieux meubles qui portaient de mauvais souvenirs. J'ai arraché les tapis sur lesquels ils avaient marché. J'ai peint les murs d'un bleu ardoise apaisant. Mais le plus difficile fut le cabinet à outils. Le cabinet en chêne de grand-père se tenait toujours dans le coin du salon, mais c'était une coquille vide. Les portes étaient rayées. Les charnières tordues là où Julien les avait arrachées, et bien sûr, il était vide. J'aurais pu en acheter un nouveau. J'avais l'argent maintenant. Les paiements de restitution provenant de la saisie des biens de mes parents commençaient à arriver, mais je ne pouvais pas me résoudre à le jeter. J'ai passé mes soirées dans le garage, à décaper le bois. Je l'ai poncé à la main. Sentant le grain sous mes doigts, je sentais l'odeur de sueur, la même odeur dont ma mère s'était plainte dans la vidéo. Pour moi, ça sentait l'amour. Ça sentait grand-père. J'ai acheté de nouvelles charnières. J'ai réparé les rails. Et puis j'ai commencé à le remplir. Je n'ai pas essayé de remplacer les outils anciens de grand-père. Ceux-ci avaient disparu. Vendu à un prêteur sur gage par Julien des semaines avant l'effraction, je l'ai découvert plus tard. Au lieu de cela, j'ai acheté mes propres ciseaux japonais de haute qualité, un nouveau rabot, des outils pour mon métier, pour mes mains. C'était symbolique. Je n'essayais pas d'être grand-père. Je l'honorais en étant moi-même. Un mardi soir, exactement 7 mois après l'effraction, je réparais le dernier dommage, le cadre photo qui avait contenu la photo de grand-père et moi pêchant, celle que ma mère avait laissée tomber sur l'âtre. J'avais acheté un nouveau cadre, un simple en noyer. J'ai pris la vieille photo de la table.
Elle était froissée et mon visage était toujours rayé au marqueur noir là où Julien l'avait défiguré. J'ai hésité. Devrais-je la scanner et essayer de retoucher les rayures? Non. J'ai décidé de la garder telle qu'elle. Les cicatrices faisaient partie de l'histoire. Alors que je retirais la photo de l'arrière cassé du vieux cadre, un morceau de papier plié est tombé. Il a flotté jusqu'au sol, atterrissant près de ma botte. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai ramassé. C'était du papier ligné jauni d'un carnet. Mon cœur s'est mis à battre. Je connaissais cette écriture. C'était une écriture anguleuse et arachnéenne. Lincoln, c'était une lettre de grand-père. Je me suis assis sur le sol, là, au milieu du salon, et je l'ai déplié. La date en haut indiquait il y a 3 ans, 2 jours avant qu'il n'aille à l'hôpital pour la dernière fois. Lincoln, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que tu t'es probablement retrouvé dans une guerre. J'ai caché cela ici parce que je sais que c'est la seule photo que ta mère ne regarderait jamais 2 fois parce qu'elle te montre heureux. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je veux que tu saches quelque chose que je n'ai jamais assez dit. Je ne t'ai pas laissé cette maison parce que je voulais te charger d'une propriété et je ne te l'ai pas laissé juste pour l'éloigner de ton père, même si c'était un bonus. Je te l'ai laissé parce que tu es le bâtisseur. Julien est un consommateur. Tes parents sont des gestionnaires d'apparence. Mais toi, Link, tu construis des choses, tu les nourris. Tu comprends qu'un arbre a besoin de racines solides avant de pouvoir avoir de hautes branches. Ne les laisse pas te faire sentir petit. Ils sont petits. Leur monde est petit. Le tien est aussi grand que tu le rends. La maison n'est que du bois et de la brique. Le véritable héritage est la force de caractère que j'espère que tu as trouvé en te battant pour elle. Sois heureux et vérifie la latte de plancher sous le tapis dans la chambre d'amis. J'y ai caché une bouteille de scotch de 1965. Bois-la quand tu auras gagné. Amour, grand-père. Je suis resté assis là longtemps, la lettre tremblante dans ma main. Les larmes sont finalement venues. Pas des larmes de colère ou de frustration, mais des larmes de libération. Il avait su. Il avait tout vu venir. Et il m'avait préparé. Il ne m'avait pas seulement donné une maison. Il m'avait donné une dernière leçon sur l'estime de soi. J'ai essuyé mes yeux et me suis levé. Je suis allé à la chambre d'amis. J'ai soulevé le tapis. Il y avait une planche lâche. Je l'ai soulevée et là, il y avait une bouteille poussiéreuse de Macallan 1965. Je l'ai emportée à la cuisine. J'ai versé un verre. Je suis sorti sur le porche arrière. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le jardin. J'ai levé le verre vers le ciel. Au bâtisseur, ai-je murmuré. J'ai pris une gorgée. Ça a brûlé, puis s'est installé chaleureusement dans ma poitrine. Je n'étais pas seul. Je n'avais jamais vraiment été seul. Le jardin arrière était différent maintenant. Là où il y avait une parcelle d'herbe clairsemée et négligée, il y avait maintenant un chemin de pierre sinueux. J'avais passé les 3 derniers mois à transformer l'intégralité du demi-acre. J'ai apporté des roches de rivière, planté des érables japonais qui deviendraient d'un rouge éclatant à l'automne, et construit un petit étang à carpe koi avec un système de filtration que j'ai conçu moi-même. C'était le jardin zen que j'avais conçu pour ce client à Chicago, le projet sur lequel je travaillais la nuit où ma vie s'est effondrée. Je ne l'ai jamais terminé pour eux. Je l'ai terminé pour moi. Je me suis assis au bord de la terrasse en bois, regardant les carpes koi orange filer sous les nénuphars. La pièce d'eau gargouillait doucement, un son qui étouffait le bruit lointain de la circulation urbaine. Mon téléphone a vibré sur le banc à côté de moi. C'était Sarah. Sarah était la voisine qui habitait à 2 maisons de là. C'était une avocate à la retraite, vive comme l'éclair, qui m'avait aidé à gérer la montagne de paperasserie initiale avec la police. Au cours des derniers mois, nos consultations juridiques s'étaient transformées en café, puis en dîner, puis en longues promenades dans le quartier. Message, j'arrive. J'apporte des lasagnes. Et ne me dis pas que tu as déjà mangé. J'ai souri. Message, je n'ai pas mangé. Le portail est déverrouillé. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la maison. Elle se tenait solide contre le crépuscule. Nouvelle fenêtre, nouvelle serrure, un nouveau système de sécurité qui ne dépendait pas de panneaux cachés,
mais qui était surveillé 24h24 et 7h7 par un service professionnel. Mais le plus grand changement n'était pas le matériel. C'était le sentiment. Pendant 34 ans, j'avais marché sur des œufs. J'avais passé ma vie à essayer de minimiser mon existence pour ne pas déranger ma famille. Je m'étais excusé pour mon succès parce que cela faisait sentir mal Julien. J'avais prêté de l'argent que je savais ne jamais récupérer. J'avais accepté les miettes d'affection qu'il me jetait et appelé cela un repas. Ce Lincoln-là avait disparu. Il est mort la nuit où il a vu son frère forcer une serrure sur un flux vidéo granuleux. Le Lincoln assis ici maintenant comprenait quelque chose de fondamental sur la famille. On nous apprend que le sang est plus épais que l'eau. On nous apprend que la famille est un lien sacré qui doit être préservé à tout prix. Mais c'est ta mère, mais c'est ton frère. Nous l'entendons si souvent que cela devient une cage. Mes grands-pères Arthur m'avaient montré la vérité. Le sang n'est que de la biologie. La famille est un comportement. Mes parents et Julien partageaient mon ADN. Mais ils étaient des étrangers. Des étrangers dangereux qui me considéraient comme une ressource à exploiter. Sarah, qui passait par mon portail arrière en ce moment, portant un plat Pyrex couvert de papier d'aluminium, ne partageait aucun sang avec moi. Mais elle avait été à mes côtés quand je tremblais de rage. Elle m'avait aidé à déposer les ordonnances de non-communication. Elle avait célébré lorsque le chèque de restitution a été encaissé. C'était ça la famille. Et, dit Sarah en montant sur la terrasse. Tu regardes encore les poissons. Ils ne vont pas grandir plus vite juste parce que tu les observes. J'ai ri, me levant pour l'aider. Je veux juste m'assurer qu'ils sont heureux. Ce sont des poissons, Lincoln. Ils sont heureux s'ils ont de la nourriture et ne se font pas manger. Elle a posé la lasagne sur la table de patio. Un peu comme nous. Oui, ai-je dit en la regardant, un peu comme nous. Nous nous sommes assis pour manger alors que les étoiles commençaient à apparaître. Les lumières du jardin se sont allumées. Je les avais programmées pour s'allumer au coucher du soleil. C'était beau. C'était ordonné. C'était à moi. J'ai pensé à Julien dans sa cellule. Je me suis demandé s'il blâmait toujours papa. Je me suis demandé si maman disait toujours aux autres détenus qu'elle était victime d'un malentendu. J'ai réalisé que je m'en fichais. Leur histoire ne faisait plus partie de la mienne. Il n'était qu'un chapitre que l'on avait fini d'écrire. Un chapitre sombre, plein de rebondissements et de douleurs, mais nécessaire. Sans lui, je n'aurais jamais trouvé la caméra cachée. Je n'aurais jamais trouvé la lettre. Je n'aurais jamais trouvé ma colonne vertébrale. J'ai pris une bouchée de lasagne. C'était terrible. Sarah était une brillante avocate, mais une cuisinière médiocre. Mais je lui ai dit que c'était délicieux. Alors elle a dit, en nous versant à tous les deux un verre de vin. Et après? La maison est finie. Le procès est terminé. Que allez-vous faire de toute cette paix? J'ai regardé mon sanctuaire. Je vais y vivre, ai-je dit. Je vais me réveiller demain sans me soucier de qui essaie de me voler. Je vais aller travailler et garder chaque dollar que je gagne. Je vais construire plus de jardins. Ça a l'air ennuyeux, a-t-elle taquiné. L'ennui est bon, ai-je dit. L'ennui est sous-estimé. L'ennui est sûr. J'ai levé mon verre. À l'ennui, elle a cogné son verre contre le mien. À l'ennui. Alors que nous étions assis là, riant sous les étoiles, j'ai ressenti une gratitude profonde et résonnante pour le vieil homme qui avait vu la tempête arriver et m'avait donné le parapluie. Grand-père Arthur avait raison. Certaines choses sont là pour une raison. Les caméras étaient là pour me montrer la vérité. La maison était là pour me donner une forteresse. Et j'étais là pour prouver que l'on peut survivre aux personnes qui sont censées vous aimer et en ressortir plus fort. Je m'appelle Lincoln Mercer. Je suis architecte paysagiste. Je suis propriétaire. Et pour la première fois de ma vie, je suis un homme libre. Alors que je ferme ce chapitre de ma vie et que je le partage avec vous, je veux vous laisser avec une pensée qui m'a soutenu à travers les nuits les plus sombres de cette épreuve. Nous pensons souvent à l'abus financier comme quelque chose qui arrive à des étrangers, perpétré par des escrocs sur Internet. Mais la menace la plus dangereuse pour votre sécurité vient souvent des personnes assises en face de vous à table. Mon histoire est extrême, oui, mais ces éléments sont courants.
L'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal. Les parents qui voient leurs enfants comme des plans de retraite. La culpabilité utilisée comme une arme pour vous réduire au silence. Si vous retenez quelque chose de mon expérience, que ce soit ceci, protégez-vous. La documentation est un acte d'amour. Les limites sont nécessaires. Si vous avez des parents âgés, assurez-vous que leurs testaments sont enregistrés en vidéo ou comportent des clauses de contingence comme l'a fait mon grand-père. Si vous suspectez un membre de votre famille de vous voler, faites confiance à votre instinct, pas à leur tentative de vous culpabiliser. Le projet sauvegarde ne concernait pas seulement les caméras. Il s'agissait du courage d'affronter une vérité laide. Ne laissez pas le maintien de la paix vous coûter votre santé mentale ou votre avenir. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de verrouiller vos portes. Vous avez le droit de choisir votre famille. C'est le moment qui a tout changé lorsque j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Vous êtes incroyable. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure avec un membre de votre famille pour protéger votre propre avenir? Ou peut-être avez-vous été celui qui a brisé un cycle de toxicité? Veuillez laisser un bien dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait le bon choix ou partagez votre propre leçon ci-dessous. Cela aide non seulement cette histoire à atteindre les personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, mais cela me dit aussi que ma lutte n'a pas été vaine. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à construire cette nouvelle vie.